Merci d'être avec nous, merci de votre fidélité. On est mercredi aujourd'hui, ça va Philippe David? Ça va très bien Cécile, et aujourd'hui, vu l'actualité, je me dis qu'il faudrait donner un slogan aux vraies voix. C'est-à-dire? Make the true voices great again. Vous trouvez pas? Rendez aux vraies voix leur grandeur, mais elles ont leur grandeur tous les soirs, non? Mais on l'a pas perdu, pourquoi la c'est rendre? ça. Non mais encore plus. Mais vous êtes défaitiste, c'est pas possible. Mais absolument pas. Ouais. Il est trumpiste, c'est tout. Arrêtez, Kamala Harris. Arrêtez. Calmez-vous. Vous nous avez déjà offert votre anglais hier. Avancez tous les jours. Exactement. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue. 0826 300 avec Aude qui vous attend au standard. Je vous rappelle que vous nous regardez sur notre chaîne YouTube. Vous nous écoutez aussi sur Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. On vous incite bien entendu à vous abonner. Allez, au sommaire de cette émission, on va revenir sur Donald Trump, le 45e président des États-Unis, devient donc aussi 47e. Donald Trump remporte donc l'élection présidentielle face à Kamala Harris et contrairement à 2016, il remporte le collège des grands électeurs mais aussi le scrutin populaire. Alors parlons vrai, est-ce que pour vous c'est la revanche des classes populaires contre les élites? Est-ce que c'est la seconde révolution conservatrice américaine 44 ans après la première élection de Ronald Reagan? Et à cette question, la victoire de Trump traduit quoi? Vous dites à 10% un basculement à droite, à 52% une défaite du wokisme, à 36% la revanche des classes populaires et à 2% le rejet d'une candidature féminine. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invité Olivier Piton sera avec nous, avocat français aux USA, ancien député suppléant des Français d'Amérique du Nord. Et puis le coup de projecteur des vraies voix à 18h30. Pendant sa campagne, Donald Trump avait assuré pouvoir mettre fin à la guerre en Ukraine en moins de 24 heures. Sa victoire plonge donc Kiev dans l'incertitude vu l'opposition des républicains aux aides à l'effort de guerre ukrainienne. Alors parlons vrai, croyez-vous Trump capable de mettre fin au conflit en Ukraine en 24 heures comme il l'a dit en juillet 2023? Est-ce que cette paix passerait par un bras de fer ou par une négociation avec Poutine? Et à cette question, comment Donald Trump peut-il mettre fin à la guerre en Ukraine? Vous dites à 51% par la fin de l'aide à l'Ukraine, à 12% par une capitulation ukrainienne, à 34% par une partition des territoires russophones et à 3% par un retrait total des Russes. Vous voulez réagir? Encore et toujours au 0826 300 300. Et notre invité sera Jean de Glagnasti, ancien ambassadeur de France en Russie et directeur de recherche à l'IRIS. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Avec Philippe Bilger aujourd'hui. Bonsoir mon cher Philippe. Bonsoir. Chers animateurs. Chers animateurs, chères animateuses. Françoise de Bois. Coucou les loulous, comment ça va? Très bien. Vous n'avez pas beaucoup dormi, Françoise. Écoutez, je ne sais pas quelle est cette capacité que les Américains, les élections américaines a de nous happer comme ça jusqu'à 4h du matin. On a senti assez vite que ça sentait un peu le roussi, vous voyez, hier. Mais quand même, j'ai regardé jusqu'au bout, c'était parce que c'est phénoménal, tout simplement. Et notre petit nouveau dans la bande, François on va visiter celui-là. est avec nous, maire de Vernon. Bonsoir François. Bonsoir. Monsieur le maire, bonjour. Merci d'être avec nous. Ça va François? Avec plaisir, je suis très heureux d'être avec vous. Ça se voit pas. Très heureux Je suis timide. Voilà, c'est ça. Mais ça va. Vous allez vous inquiétez détendre. pas. On s'en charge. Apprenez le qui c'est qui l'a dit. Vous allez voir, une fois que vous l'aurez fait, ce sera terminé. Vous pouvez passer toutes les élections. Je vous le dis tout de suite, mon petit bonhomme. Allez, le 0826 300 avec Jean-Pierre qui nous appelle des Bouches-du-Rhône. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Jean-Pierre. Oui, bonsoir Cécile, bonsoir à toute l'équipe. Comment ça va Salut. Jean-Pierre? Ça va super bien. Bon, visiblement les tweets de Sandrine Rousseau vous agacent. Oh là là, ce qui m'agace encore plus, c'est qu'on les commande sans cesse et qu'on lui donne un tel accès aux médias sans jamais la contredire, même quand elle dit des stupidités d'une évidence crasse. Donc ce que je peux reprocher, ce sont ces ambiguïtés sur le port du voile et son soutien ambigu, c'est le moins qu'on puisse dire encore, à cette pauvre iranienne. Récemment, je lui reproche de parler de racisme systémique. On comprend le ici des viols en fonction de l'identité du criminel ou du violeur, parce qu'il y a des bons violeurs et des mauvais violeurs. Et puis, je dirais vraiment cette capacité à dire des sottises plus grosses qu'elle, sans jamais être contestée par les journalistes, sans jamais être relancée, remise en cause, ça me terrifie. Alors, c'est pas tout à fait le cas. C'est pas tout à fait le cas. Elle est secouée tout le temps, Sandrine Rousseau. Elle se fait secouer en permanence.
quand elle va sur les chaînes de service public, elle est sur un tapis rouge avec des pétales de rose et il n'y a pas grand monde qui lui rentre dedans. Quand même, il est énervé, Jean-Pierre. Quand je vois certains autres à qui on laisse pas finir un bout de phrase sur un service public, les pauvres malheureux, c'est invraisemblable. Voilà. Alors, Philippe Bilger. Si on devait réagir à chaque propos discutable de Sandrine Rousseau, je crois qu'on n'aurait plus de place pour une parole autonome. Au fond, elle a une réponse cinglante sur son tweet plus qu'équivoque de Marjane Satrapi, qui a utilisé un terme qu'évidemment on ne peut pas utiliser ici, puisqu'il n'y a que des gens intelligents et pertinents. D'accord. Puisqu'ils sont et pertinents. Sandrine, sérieusement, alors, de Vestal médiatique qui serait jamais bousculé alors que les pauvres hommes seraient oh là là terriblement maltraités. Sérieusement, vous n'êtes pas sérieux. Je pense que il a dit sur le service public. Non, mais sérieusement, Sandrine Rousseau. Sandrine Rousseau, elle se fait bousculer sur les réseaux sociaux et elle ne dit pas. En plus, ça, elle ne dit pas que des conneries. C'est ce que je veux dire. Même si Marjane sera. Elle en dit quand même beaucoup. François, mais selon vous, c'est des conneries. Attendez. Laissez répondre Jean-Pierre. D'abord, je parlais pas d'hommes et de femmes. Je parle de personnel politique. Un personnage, oui. Et peu importe que ce soit des hommes ou des femmes. Non, vous avez parlé des hommes à qui on ne laisse pas terminer une phrase. Bah si, c'est ce que vous avez dit. J'ai dit de personnes à qui on ne laisse pas. Non, vous avez des hommes. Vous avez dit un homme à qui on ne laisse pas. On va pas chipoter. Si on chipote pas, c'est. Allez. D'homme politique au sens large. D'accord. Bougez pas, Jean-Pierre. S'il faut faire hommes et femmes politiques, chaque fois. C'est vous qui l'avez fait, c'est pas moi. Le féminin du masculin, on s'en sort pas. C'est vous qui avez fait ça. Stop. Allez, François. Écoutez, Jean-Pierre, écoutez. Moi, j'ai peu de souvenirs de Sandrine Rousseau ayant dit des choses intelligentes, pour être tout à fait honnête avec vous. Je pense que, du coup, son tweet, notamment de ces derniers jours, est plus que douteux, et je pense que ces gens traitent toujours un électorat, notamment un électorat wokiste, et qu'ils mettent à mal, parfois, des valeurs de la République. Voilà. Je dirais, moi, en défense de Sandrine Rousseau, je le redis inlassablement, parce que la chose qui a mis le plus à mal les valeurs de la République, c'est l'attitude des insoumis, et d'une partie, d'ailleurs que des insoumis, le 7 octobre, et que Sandrine Rousseau a été une des rares, et je le redis, et je le redirai éternellement. Mais si, c'est le sujet, parce que... Mais si, c'est le sujet. Mais écoutez, c'est le sujet, parce que ça veut dire que... J'entends notre ami le maire qui dit, je l'ai rarement vu, entendu dire des choses. Mais moi, de le 7 octobre, et pendant toute la période critique du 7 octobre, je l'ai entendu dire des choses très intelligentes. Et honnêtement, pour ça, elle est... Non, jamais ambiguë. Mais justement, vous ne lisez pas assez bien. Sur le 7 octobre, non, elle n'a pas été ambiguë. Jamais ambiguë. Jamais, c'est pas la peine de... Jamais ambiguë. Le tweet sur la famille iranienne était très ambigu, ça oui. Allez, rappelons-nous, nous avions la gorge qui gratillon, les yeux qui blanchissent. Voilà. Bon, ça va, on peut rire 2 secondes. C'est vrai. On peut rigoler. Ah bah oui, ça va. On a le droit de se moquer quand même. On se moque de nous-mêmes. Non, on s'en fout pas, mais on a le droit de rigoler. Jean-Pierre, en tout cas, vous êtes notre vraie voix. Jusqu'au qui c'est qui l'a dit, ou jusqu'au qui c'est qui l'a dit. Je vous incite à gagner pour faire taire Françoise de Gaulle. D'accord. Non, mais là, c'est pas possible. Ben non. Et puis en plus, non, ça va aller. Ne inquiétez pas. Vous inquiétez pas, Jean-Pierre. On est là avec Philippe. Elle sera là pour tricher pour vous. Vous inquiétez pas. Mais bien sûr, c'est bien connu. Elle ne mange pas de ce pain-là. Je vous demande de vous arrêter. Quelle indignité. Philippe Bilger, dans un instant, le réquisitoire du procureur. Pourquoi, bizarrement, parfois je suis en contradiction avec moi-même. Oh non, ça sera pas la première fois. J'adore ce teasing. Allez, on en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix, les débats sont déjà enflammés dans les vraies voix. Ce qu'il y a de bien, c'est que notre petit nouveau François Ozillot prend le pli et d'entrée pendant les pages de pub, il continue à débattre. Il a raison, mais il a raison. J'ai besoin d'adaptation. Oh, ça va. Non, t'as mis 3 minutes à t'adapter. En tout cas, j'adore, c'est excellent. Il est excellent, ce petit. La bienvenue, Philippe Bilger est avec nous, Françoise de Gois et François Ozillot, bien entendu, maire de Vernon. Dans un instant, Félix, les 3 mots dans l'actu. Bonsoir Félix. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe, bonsoir tout le monde. Et de quoi parle-t-on ? Alors, il paraît qu'il y a un nouveau président aux États-Unis, qui est aussi un ancien. Enfin bref, on va faire il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. En 3 mots, ça donne donc comeback Trump président. Eh ben, ce sera dans un instant. En attendant, la parole est au procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur.
Philippe Bilger. Et c'est un réquisitoire quasi psychanalytique, monsieur le procureur, puisque vous allez poser cette question. Pourquoi je tolère dans le comportement personnel de Trump des choses qui m'insupporteraient chez un président français ? Oui, en effet, je me suis interrogé en voyant le comportement de Trump depuis quelques mois et en écoutant ses propos. Je ne parle pas du point de vue politique. L'attitude qu'il a est vulgaire, c'est un euphémisme. La manière dont il a traité sa rivale sur le plan du verbe est odieuse et en réalité, il était incapable, je crois, et pourtant il a démontré le contraire. J'avais l'impression qu'il était mal à l'aise face à une femme. Et je me suis dit, mais au fond, pourquoi j'ai cette indulgence pour lui alors que j'ai été, à mon niveau très très modeste, impitoyable face aux vulgarités de Nicolas Sarkozy et d'autres, s'il est possible de faire davantage. Eh bien, je me suis dit, peut-être que derrière les vulgarités de Trump, à tort ou à raison, j'y vois un homme d'action dont, à tort ou à raison, je pense que l'implication qu'il aura dans la vie nationale, américaine ou internationale, aura de l'effet sur les autres. Alors, ça n'est peut-être pas un argument décisif, mais en tout cas, ça m'a permis de me donner une réponse à moi-même. Françoise de Gois. Oui, pour après- conclure la psychanalyse de Philippe Bilger. Oui, enfin moi je pense qu'il y a, oui, enfin je ne peux pas être d'accord avec vous. Je ne crois pas que la vulgarité cache autre chose que de la vulgarité, un sentiment de mal à l'aise, une volonté stratégique très déterminée de dégrader totalement le débat. Et la preuve, ça a marché, parce qu'il triomphe comme personne n'a jamais triomphé, à part Barack Obama. Non, Donc, Reagan. Et Reagan, bien sûr. Et donc voilà, moi j'entends vos doutes et vos questionnements. Si ces doutes et ces questionnements sont faits pour dire que en fait vous aimez bien Trump, eh ben, vous pouvez le dire directement en fait. Non, ça pas ira du beaucoup tout. plus vite. Non, François parce Ozzy. qu'en réalité, malgré cela, on peut l'apprécier. Enfin, C'est très simple. Alors, pareil, j'ai pas d'action chez Trump, mais je pense qu'il a incarné sa candidature tout simplement, comme il avait incarné celle de 2016. Et il y avait un cap, une ligne directrice, 3 thèmes sur lesquels il a engrangé pendant des mois et des mois. Elle a fait une session de rattrapage très courte puisqu'elle est arrivée en juillet. C'est compliqué de s'inscrire dans la poursuite de ce qu'avait fait Biden. Elle s'en est d'ailleurs peu inspirée alors qu'il avait quand même des résultats sur certains sujets, notamment économiques. Il a créé 16 millions d'emplois. Mais néanmoins, il a eu des sorties médiatiques qui sont quand même juste en termes de coups de com' qui sont géniales. Ouais. Je juge sur la forme, pas sur le fond, mais le Bien McDo, le camion poubelle, enfin, c'est exceptionnel, c'est du génie de communication. Alors qu'elle a été assez étriquée, elle a juste été aidée, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, par le star system hollywoodien, mais ça, les gens n'en veulent plus. c'est une catastrophe, en réalité. Allez, tout de suite, merci beaucoup, monsieur le procureur. Les 3 mots dans l'actu, c'est Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont comeback, Trump et je sais pas s'il faut dire président ou president. Donald Trump élu président des États-Unis 4 ans après avoir dû quitter la Maison-Blanche. Un comeback jamais vu depuis le 19e siècle. Il remporte le collège des grands électeurs, mais aussi cette fois le vote populaire. Les félicitations affluent du monde entier, parfois de circonstances, de Kiev à Londres en passant par Paris. Emmanuel Macron se dit prêt à retravailler avec Donald Trump, parfois aussi de façon plus appuyée. Benjamin Netanyahou salue un réengagement puissant dans l'alliance entre Israël et l'Amérique. Les vraies voix Sud Radio. The Fox News decision desk can now officially project that Donald Trump will become the 47th President of the United States. C'est Fox News qui a dégainé le résultat en premier. Donald Trump remporte l'élection présidentielle avec une série de victoires dans les États pivots. Ils se sont colorés en rouge les uns après les autres. Un ancien président de retour à la Maison-Blanche après l'avoir quitté. C'est la 2e fois seulement que ça se produit dans l'histoire de la démocratie américaine. La dernière fois, c'était au 19e siècle. Une victoire historique à saluer justement Donald Trump devant ses supporters en liesse. C'est une victoire politique comme notre pays n'en a jamais connu auparavant. Rien de tel. Je tiens à remercier le peuple américain pour l'honneur extraordinaire qu'il m'a fait en m'élisant 47e président et 45e président. Nous allons aider notre pays à guérir. Nous allons réparer nos frontières. Nous allons tout réparer dans notre pays. Nous avons surmonté des obstacles comme personne ne l'aurait cru possible. Et nous avons réalisé la chose politique la plus incroyable. Regardez ce qui s'est passé. C'est fou, non?
Donald Trump et son discours de victoire traduit par Magid Deymat pour Sud Radio. Victory speech en semi, voire total, un point. Comme souvent, discours avant même que le seuil des 270 grands électeurs n'ait officiellement été atteint. Une chose est sûre, à entendre les réactions dans les rues en France, eh bien, le résultat aurait été forcément sans doute différent si les Français avaient voté. C'est inquiétant, et alors la première raison pour laquelle c'est inquiétant, c'est que ce candidat, sur son premier mandat, me semble-t-il, n'avait pas forcément fait que des bonnes choses. Ce qui est inquiétant, c'est qu'on n'ait plus replacé cet homme au pouvoir. Je crois que c'est surtout ça qui est inquiétant, qui montre qu'on est prêt à faire des folies aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'inquiète le plus? Son état d'esprit, son extrémisme, voilà. Moi, oui, je suis content pour les Américains qui puissent progresser. Et... Maintenant, il y a quand même un point positif, c'est qu'il a dit qu'il allait arrêter la guerre en Ukraine. Alors j'attends pour voir, parce que ça serait formidable. Pour l'instant, j'en pense pas grand-chose. Je ne suis pas devin. Je verrai bien ce qui va se passer par la suite. Peut-être que ça se passera bien, peut-être que ça se passera pas bien, je ne sais pas. Des propos recueillis par Louis de Kergorlet pour Sud Radio. C'est assez mitigé, Philippe Bilger, visiblement en France. J'ai dit il y a quelque temps, me citant moi-même avec narcissisme, que les Français se trompent régulièrement. Ils ne comprennent rien à la politique des autres. Et moi, je trouve qu'à nouveau, la haine anti-Trump en France, et notamment sur le plan médiatique, a dépassé les bornes. Pas cette fois-ci, moi je trouve qu'il y a eu moins moi je me souviens de 2016 où tout le monde expliquait à quel point effectivement Donald Trump ne pouvait pas gagner. Je pense que vous êtes très injuste, parce que je pense que cette fois-ci tout le monde a été extrêmement prudent. J'ai pas vu d'éditorialistes engagés expliquant voilà pourquoi. Ah non, j'écoute absolument tout. Les éditos. Mais oui, mais ils n'ont jamais dit. J'ai vu l'émission de France 5 hier de Karim Rissouli. Ouais. C'était hallucinant. Non, mais écoutez, on a le droit. C'est pas un problème de service public. Vous avez pas. Les gens ont le droit d'être dans pas service public ou pas. Les gens ont le droit de pas apprécier Trump. Enfin, Philippe, si vous l'aimez, tant mieux pour vous. Les citoyens ont le droit. Mais je ne crois pas du tout. Les émissions. Vous vous êtes trompé. Je pense que toutes les analyses sont restées extrêmement prudentes cette fois-ci. Je vous trouve injuste avec. Mais en fait, ne pas apprécier Trump, c'est pas un programme. Enfin, c'est juste une posture morale. Et en fait, une posture morale. On a le droit de pas accepter son libéralisme économique. Mais qu'est-ce que pourquoi laissez parler les gens. Oui, mais je vous laisse parler. Mais enfin, on peut pas. Allez-y. Faut être gentil avec le petit nouveau français. Ouais, non, le petit nouveau, tu parles. Non, mais en plus, une des auditrices disait qu'il avait pas eu de résultats sur le plan économique entre 2016 et 2020. C'est archi faux. Il a eu de très bons résultats sur le plan économique. Donc en fait, il y avait quand même une attente. Il y a une montée des populismes partout. Donc il n'y avait pas forcément de raison que les États-Unis de nouveau y échappent. Allez, cette victoire de Donald Trump provoque des réactions variées à travers le monde. Oui, les messages d'usage arrivent de toutes les capitales. Félicitations au président Donald Trump, a écrit Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux tôt ce matin. C'était l'un des premiers à réagir. Prêt, dit-il, à travailler ensemble comme nous avons su le faire durant 4 années, avec vos convictions et avec les miennes, avec respect et ambition pour plus de paix et de prospérité. C'est ce qu'a écrit le chef de l'État. Emmanuel Macron s'est ensuite exprimé sur le sujet ce matin au Conseil des ministres, comme l'a rapporté ensuite la porte-parole du gouvernement, Maude Bréjon. Le président de la République a précisé lors de ce Conseil des ministres que notre rôle n'était pas de commenter le choix des peuples souverains, mais qu'il fallait bien, en revanche, un réveil stratégique européen. Les États-Unis sont nos alliés. Et ils le resteront. Le président de la République aura une relation exigeante, évidemment, avec le président Trump, mais vous l'avez dit, ils se connaissent. La France a travaillé avec une administration Trump pendant 4 ans. Nous allons donc le faire de nouveau. On sait le faire, et donc on continuera, on reprendra ce travail-là. Je pense que voilà, on a 2 chefs d'État qui ont des visions probablement différentes sur bon nombre de sujets, mais qui ont déjà l'habitude, si je puis dire, de travailler ensemble. Emmanuel Macron a ensuite indiqué avoir échangé par téléphone avec le chancelier allemand pour justement coordonner la réponse européenne. Nous sommes plus forts ensemble, a lancé Olaf Scholz à l'égard de Donald Trump. Autre réaction d'un leader lui aussi de gauche, le Premier ministre travailliste Keir Starmer au Royaume-Uni. Mr. Speaker, can I begin by congratulating President-elect Trump on his historic election victory. Une victoire électorale historique, lance le Premier ministre britannique. Du côté de Londres, d'ailleurs, l'ambassade des États-Unis, pour l'anecdote, a été aspergée de peinture orange aujourd'hui, suite à cette victoire de Donald Trump. Visiblement, des militants plutôt mécontents de ce résultat. Autre réaction, malgré la version des Républicains pour l'aide à l'Ukraine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky
Zelensky a voulu faire bonne figure ce matin. Il félicite Donald Trump, je cite, pour son impressionnante victoire électorale. Il dit aussi souhaiter que le désormais 47e président des États-Unis va aider l'Ukraine à obtenir une paix juste et durable. Et puis du côté de Gaza, la nouvelle provoque l'inquiétude palestinienne quand au contraire, le Premier ministre israélien se réjouit de façon appuyée. Cette élection marque un réengagement puissant dans la grande alliance entre Israël et l'Amérique, écrit Benjamin Netanyahu. C'est bien, moi j'aime bien la diplomatie. Non mais je ne plaisante pas quand je dis ça. Finalement, on sent bien. Alors le Premier ministre travailliste, imaginez comme il est heureux que ce soit Donald Trump. Mais j'aime bien même le message de Volodymyr Zelensky. C'est peut-être un exercice obligé, mais oui, mais tu vois, on est quand même dans la civilisation, quoi. C'est ça qui m'intéresse. Ce qui est ultra intéressant, c'est de voir comment tout le monde est en train de se repositionner face à Trump et que c'est lui qui est vraiment au centre du jeu et qu'au final, ça va réveiller l'Europe. C'est ça qui est quand même assez dingue. Et qu'au final, ce matin, Macron fait un appel du pied au chancelier allemand alors que la relation n'était pas au beau fixe ces derniers mois et que l'Europe va être obligée de se repositionner et surtout de faire bloc face aux deux autres gros blocs qui vont, sous prétexte que peut-être elle pourrait se faire complètement aplatir dans cette histoire. Donc en fait, ça a créé un électrochoc au niveau européen qui n'arrivait pas, et cette élection va obliger tout le monde à se repositionner face à Trump. Eh ben, on en parlera en tout cas dans un instant. Donald Trump, son retour donc à la Maison Blanche, basculement à droite et rejet du wokisme. Trump fait-il sa révolution? Alors parlons vrai. Est-ce que pour vous c'est la revanche du peuple contre les élites? Est-ce que c'est la seconde révolution conservatrice américaine 44 ans après Ronald Reagan? Et à cette question, la victoire de Trump traduit quoi? Vous dites à 11% un basculement à droite, à 52% une défaite du wokisme, à 36% la revanche des classes populaires et à 1% le rejet d'une candidature féminine. Vous voulez réagir? On attend vos appels au 0826 300 300. Olivier Piton est avec nous, avocat français aux USA et ancien député suppléant des Français d'Amérique du Nord. Bonsoir, merci d'être avec nous. Est-ce que finalement Trump réélu, est-ce qu'il devient fréquentable? D'après les premières réactions, on en doute. Maintenant, comme toujours, il va falloir juger la personne sur son second mandat. Il ne sera en fait président que le 21 janvier. Il est pour l'instant dans cette situation un petit peu typiquement américaine où il est le président élu, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et donc, on verra à partir du mois de janvier s'il appliquera ou non son agenda, sachant qu'il faut quand même rappeler qu'il a gagné le vote populaire. Les Républicains ont la majorité au Sénat, la majorité à la Chambre des représentants et la majorité également à la Cour suprême, ce qui lui donne énormément de pouvoir, c'est incontestable. Allez, petite pause, on revient dans un instant, à tout de suite, c'est les vraies voix, 0826 300 300. Bienvenue sur Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix, on est ensemble tous les jours de 17h à 19h, c'est bien ça Philippe David? Absolument, et vous, on a le plaisir de jouer les prolongations. Mais vous n'en dites jamais, déjà, premier point. Et on va avoir le plaisir de jouer les prolongations avec vous de 19h à 21h au Salon Rent, Cécile. Absolument, c'est-à-dire Porte de Versailles à Paris. J'avais une super soirée avec un acteur américain, et ben je vais la passer au Rent. Qui est-ce qui vous a loué? En fait, elle a cru que c'était Yul Brynner comme j'étais chauve, mais... Il a un point. Elle aurait pu espérer mieux. Et d'habitude, c'est quand même d'un meilleur niveau ce que vous faites d'habitude. Qu'est-ce qui vous arrive là? Je sais pas ce qu'il a. C'est bizarre. Non, mais je sais pas ce qu'il a. Mais il doit être intimidé devant la présence de monsieur le maire. Je ne juge pas, je viens d'arriver. Ne vous inquiétez pas, monsieur le maire, ça va venir très vite. On s'y fait très bien, la bêtise de Philippe David. En tout cas, François Ozillot est avec nous, Françoise Degois et Philippe Bilger. Et tout de suite, c'est le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. My name is Donald Trump. Alors on l'a vu, les choses évoluent. Tout à l'heure, il n'y avait que la Caroline du Nord qui était passée du côté de Donald Trump. Maintenant, il y a la Géorgie. Voilà, Donald Trump qui vient de remporter la Pennsylvanie, on vous le rappelle, et qui va prendre la parole devant ses partisans qui l'attendent depuis des heures dans son quartier général de West Palm Springs en Floride. On a fait des choses que personne ne pouvait penser être possible. On a effectué des réalisations extraordinaires politiques. Par exemple, regardez ce qui s'est passé. C'est extraordinaire, non ? Je pense que Kamala Harris a fait une mauvaise campagne. Ici, c'est vraiment la douche froide pour les partisans de Kamala Harris qui s'étaient rassemblés ici dans le Castro. C'est le cœur du quartier gay de San Francisco.
Et Donald Trump, excusez-moi, réélu président des États-Unis. Il devient donc le 47e président face à Kamala Harris. Et contrairement à 2016, il remporte le collège des grands électeurs, mais aussi du scrutin populaire. Alors parlons vrai. Est-on en train d'assister à une droitisation des opinions des deux côtés de l'Atlantique? Est-ce que ces élections aux USA vont avoir des conséquences sur les élections à venir en Europe? Et à cette question du jour, la victoire de Trump traduit quoi? Vous dites à 11% un basculement à droite, à 51% une défaite du wokisme, à 36% la revanche des classes populaires et à 2% le rejet d'une candidature féminine. Vous voulez réagir? C'est une voix féminine. Aude, qui vous prendra au 0826 300 300. Et notre invité Olivier Piton est avec nous, avocat français aux États-Unis et ancien député suppléant des Français d'Amérique du Nord. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Philippe Bilger, sur cette victoire. Alors, je vais essayer d'aller vite parce qu'évidemment, c'est un sujet qui nous passionne et je ne voudrais pas déborder. Vous dites ça pour Françoise Debois. Non, mais parce que déjà, lui, son introduction et ses prolégomènes, il y en a déjà pour 2 minutes. Du côté de Kamala Harris, on peut voir déjà un certain nombre de défauts et d'imperfections qui ont facilité la victoire éclatante de Trump. Pour celle-ci, je pourrais reprendre l'ensemble de l'énumération que vous avez faite avec Philippe David tout à l'heure. J'élimine simplement la cause de la nature féminine de la candidature. Ça, elle n'a pas eu d'influence. C'est sa médiocrité politique qui a créé la différence. Mais pour le reste, je cumulerai l'ensemble des éléments. Je mettrai en avant, évidemment très rapidement, la personnalité exceptionnelle, unique de Trump. Qu'on l'aime ou non, c'est lui qui fait le succès. Deuxième élément, et c'est très banal, je crois beaucoup à la victoire du peuple républicain contre les élites démocrates et peut-être contre le wokisme, une sorte de snobisme en politique. Et dernier élément, je crois que les Américains avaient envie d'une certaine manière de déjouer tous ces pronostics médiatiques et artistiques qui venaient leur faire croire que l'élection était faite d'avance et bien sûr en faveur de Kamala Harris. Françoise. Moi, je pense que j'entends tout ce que vous dites. Moi, je pense d'abord que Trump, il gagne sur l'économie. Ce qui m'a frappé hier soir dans la soirée électorale, c'est le nombre de gens qui ont dit je ne l'aime pas, je ne suis pas particulièrement républicain, mais ma vie avant avec lui allait mieux que la vie sous Biden. Donc la première raison du vote pour Trump, c'est l'économie. J'entends bien que vous balayez le fait que Kamala Harris est une femme et qu'en plus une femme métisse ou racisée, même si j'aime pas ce mot, ça a énormément joué. On le verra d'ailleurs dans les retours d'enquête. Et troisième point, l'immigration. Et ce qui est assez intéressant, c'est que contrairement à 2016, mais Olivier Piton peut-être m'arrêtera, Trump, il a conquis de nouveaux électeurs. C'est-à-dire que 2016, c'était quand même les délaissés contre l'établissement, etc. Là, c'est pas ça le sujet. Il a conquis des latinos, il a conquis des afros, il a conquis la ville en Floride qu'il arrive à conquérir, c'est complètement incroyable. Miami, pardon. Bien sûr, c'est incroyable parce que il a conquis la classe moyenne. On n'est plus dans les pauvres qui sont contre l'établissement et Trump Robin des Bois. Et le quatrième point, c'est celui-là. Donc le wokisme, tout ça, j'entends bien toutes les bêtises et les banalités qui vont fuser dans les jours qui viennent. Mais c'est pas, pour moi, il gagne d'abord, 1, sur l'économie, 2, sur le fait qu'en face, il a Kamala Harris, pas mal entraînée parce que 100 jours de campagne et parce que c'est une femme et parce qu'elle est métisse et parce qu'il y a du racisme, bien sûr, chez les électeurs aussi, dans ce type d'électorat. Et la troisième chose, c'est vraiment l'immigration. Voilà, avec des nouveaux électeurs, François. Ce qui est nouveau. François Ozillou. Je pense qu'une fois n'est pas coutume, les gens se sont dressés contre l'histoire qu'on leur a racontée à l'avance. Ça devait être serré, contesté et violent. C'est pas vraiment serré, c'est peu contesté et ça va pas forcément être violent, ça va plutôt bien se passer. En nombre de voix qu'on en nombre d'États, ça fait vraiment pas un pli et c'était pas du tout prévu comme ça. On nous a expliqué que Biden allait sans doute regagner, qu'il allait aller peut-être jusqu'au bout. Finalement, on nous sort Kamala Harris au mois de juillet. On nous explique que les dons affluent, que ça va être vraiment incroyable. Elle va raz-de-marée, elle va vraiment prendre de l'avance. Au final, c'est pas du tout ce qui se passe. Lui, il continue encore une fois sur sa ligne. L'économie, le régalien, l'autorité, il change pas sa ligne. Et il a un afflux aussi de supporters, une organisation quand même de militants derrière lui qui est quand même assez importante. Au-delà de ça, la droitisation, j'y crois pas. Il a déjà été président 4 ans, donc voilà. Et la droitisation, en général, elle existe partout aujourd'hui, notamment aussi en Europe. Et j'ai envie de vous dire, la montée du populisme et de la droite populiste en général. C'est pas ma droite, mais hélas, la droite populiste monte partout. Elle est montée en Italie, elle est montée première fois aux États-Unis, maintenant une deuxième, et dans d'autres pays européens. Donc,
En soi, ça, c'est pas forcément une surprise. La surprise, c'est plutôt que, au final, tout ce qu'on nous a raconté a été déjoué par un homme qui a été dans l'outrance très régulièrement, mais manifestement, ça n'a pas gêné son camp, au contraire, ça l'a renforcé. Olivier Piton, avocat français aux USA et ancien député suppléant des Français d'Amérique du Nord. Petit état des lieux de nos vraies voix. Il y a du vrai, il y a du faux. Il y a si vous deviez faire une analyse de ce qui a été dit et de ce que vous avez vécu. Alors effectivement, vu de sur place ici, ce qui était extrêmement frappant, c'est la focalisation, et je rejoins ce que disait Françoise, sur les problématiques économiques et sur le fait que c'était mieux avant. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens gardaient dans leur esprit le fait qu'ils étaient infiniment plus heureux, qu'ils avaient un bien meilleur pouvoir d'achat que les produits de première nécessité. Et moi, qui fais le panier du ménager, puisque c'est moi qui fais les courses, je peux le dire, c'est effectivement, ça a considérablement augmenté. Sur l'essence aussi, par exemple. L'essence, les œufs, le lait, la farine, etc., etc. Et c'est véritablement violent au bout du compte quand on fait l'addition. Et ça, toutes les semaines, à chaque fois qu'on fait les courses. Et donc ça a joué. Et c'est un premier point, c'est-à-dire qu'au-delà des problématiques plus éthérées, la question des droits reproductifs ou des droits des femmes qui étaient un des chevaux de bataille de Kamala Harris, la détestation supposée vis-à-vis de Trump qui était l'autre cheval de bataille de Kamala Harris, qui au bout du compte est ressorti, c'est que d'abord les gens s'intéressaient, c'est très américain, mais quand même, à l'économie et à leur pouvoir d'achat. Premier point. Toujours. C'est incroyable. Deuxième point, et ce que je trouve peut-être le plus intéressant, c'est que 45% des Latinos ont voté en faveur de Donald Trump. 45% et pratiquement 35% du vote afro-américain. Ça veut dire quoi ? J'étais à New York hier, j'ai pris le métro comme je le prends à chaque fois que je vais aux États-Unis. C'était bourré de Latinos parce que j'ai traversé le Queens et en particulier, ce sont des gens qui travaillent et qui ont peut-être envie qu'on les considère enfin comme des Américains, qui ont simplement envie de vivre normalement, qui ont les mêmes problématiques que les Américains, qui n'ont pas envie d'être spécialement victimisés ou mis de côté comme une espèce d'espèce à protéger absolument, ce qui était un tout petit peu quand même, d'une certaine manière, la vieille stratégie, la vieille idéologie des démocrates depuis Hillary Clinton. Ils souhaitent simplement être des Américains comme les autres et donc ils ont les mêmes problématiques que les Américains, en particulier ceux qui sont des classes moyennes ou inférieures. Ils ont besoin d'avoir du pouvoir d'achat, ils ont besoin que leurs enfants gagnent mieux, soient dans une situation meilleure que eux le seront. Et au bout du compte, celui qui offrait la meilleure offre à ce niveau-là, c'est Donald Trump. On a une augmentation du vote républicain de 3 à 8 points absolument partout aux États-Unis. Donald Trump récupère Miami, ce qui n'avait pas été gagné depuis 50 ans. La Floride met Miami dedans. Et il réalise même des scores tout à fait étonnants à New York et dans des comtés qui étaient normalement perdus. Et c'est un peu cet ensemble-là qui explique aussi le boom du vote trumpiste. Ça réagit énormément au 0826 300 300. On va déjà commencer par notre vraie voix du jour, Jean-Pierre des Bouches-du-Rhône. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Pour vous, est-ce que la victoire de Trump, ça traduit un basculement à droite, une défaite du wokisme? Allez-y, donnez-nous votre avis. Ça traduit tout sauf le rejet d'une candidate métisse en tout cas. Je pense je suis d'accord avec le dernier intervenant dont malheureusement j'ai pas retenu Olivier Piton. Voilà, merci beaucoup. Il a surtout conquis les Américains. Il y en a qui en ont assez d'être montrés uniquement comme étant des métis, des latinos, des portoricains ou je ne sais quoi. Et cette catégorisation, je dirais couleur par couleur des Américains, je crois qu'ils en ont marre eux aussi. J'ai un témoignage plus personnel. Ma sœur vit aux États-Unis depuis 35 ans et elle vit en Floride en ce moment. Et quand je l'ai vue il y a quelques mois, elle m'a dit mais Kamala Harris, tu sais Jean-Pierre, on ne comprend rien à ce qu'elle dit depuis des années. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle parle très peu. Et même quand un journaliste lui demande quel temps il fait, elle est incapable de répondre clairement. Donc, elle ne peut pas être élue. Je la croyais pas. Et ce que j'ai entendu depuis m'a convaincu. Donc, ce que je veux dire, c'est que les gens en ont marre des woke. Ils en ont marre des donneurs de leçons. Ils en ont marre des artistes qui leur expliquent comment voter, comment penser, comment lire, écrire et croire. Ils en ont marre d'entendre des messages toute la journée sur la fin du monde et sur les catastrophes climatiques. Ils en ont marre, tout simplement, d'être sacrifiés sur l'autel d'on ne sait quelle idéologie. Et c'est une réaction très forte à ça. Je pense que quel que soit ce qu'elle pouvait dire, elle était foutue d'avance. Les Américains, ils avaient leur Bouteflika avec Biden et ils ont refusé leur Sandrine Rousseau. Ils ont eu raison. Alors, Jean-Pierre, ça réagit beaucoup. La direction, le Gers. Bonsoir, Antoine. Bonsoir, Antoine. Oui, bonsoir. Je ne vais pas ajouter grand-chose à votre auditeur à l'instant. Moi, je tiens à préciser que je suis quelqu'un qui est plutôt de gauche, voire d'extrême gauche. Et en fait...
ce que je vois, c'est que cette soi-disant gauche a complètement abandonné le peuple au profit de minorités et que en fait on a l'impression que la candidate elle vient parler avortement à des gens qui crèvent la dalle. Oui. Et c'est exactement ce qui se passe dans tous les pays occidentaux. La gauche est moralisatrice et limite, je vais dire discriminatoire, voire raciste. En fait, elle brosse le sens du poil des minorités en espérant gagner. Et qu'est-ce qui se passe? C'est la droite qui arrive au pouvoir. C'est vraiment non mais je voudrais répondre à ça parce que c'est tellement. En une minute, je vais réagir à ça. Sérieusement, vous êtes pas sérieux sur ce qu'a fait Kamala Harris. D'abord, j'entends tout à fait le mépris. Vous balayez l'idée que c'est une femme. Vous verrez dans toutes les études et notamment chez les latinos et Olivier Potan. Et excusez-moi de vous le dire. Je finis. Je vous dis que moi je rien dit, mais dans le vote et le rejet du vote de Kamala Harris, vous verrez dans toutes les études qui vont être faites et qui commençaient déjà à sortir que la notion de femme et de métis est très importante, notamment chez les latinos et les afro-américains. C'est le premier point. Deuxième point, vous pouvez pas dire que Kamala Harris, d'abord c'est la gauche comme je suis archevêque, excusez-moi, la gauche aux États-Unis c'est Bernie Sanders et Kamala Harris n'a pas fait que de la contraception. Le Obamacare qui a été prolongé, Biden il a fait une politique très sociale. Vous êtes de gauche, vous êtes en train de m'expliquer qu'en réalité elle s'est occupée que des femmes et des avortements. Ça n'est pas vrai. Biden il a fait. Vous êtes de gauche. Philippe Bilger. Je trouve que merci. Pertinente, mais j'ai bien aimé la deuxième intervention de l'auditeur. Il voulait dire par là qu'en réalité, il y a une espèce de propension de ces candidats de gauche pour les États-Unis à choisir les sujets qui intéressent le moins l'électorat. C'est vrai que l'avortement est apparu au premier plan, alors qu'il y avait d'autres problèmes qui auraient dû les solliciter plus immédiatement. Qui reste un problème grave, bien entendu. Je reviens sur l'économie. Clairement, elle pâtit du bilan qu'elle a en commun avec Biden. Sous leur mandat, c'est plus 20% l'inflation. Donc ça fait vraiment mal à leur candidature. Après Covid, c'est terrible, bien sûr. Il faut quand même pas oublier les sujets de sécurité et d'immigration qu'il a traités. Je suis certain que ça a eu un effet quand même assez important dans sa campagne. Deuxièmement, c'est aussi la revanche des rednecks, comme on dit là-bas. Ruralité vs les urbains. Et donc je peux même faire un parallèle avec la France et ce qui s'est passé encore au mois de juin. C'est ruralité versus les grandes métropoles. Métropoles wokistes pour un certain nombre en France. Vous permettez que je donne quelques chiffres. Washington DC, 90,4% pour Kamala Harris. Manhattan, le comté, 80,8%. San Francisco, 79,7%. C'est réponse à Emmanuel Macron qui a fait 87%. Non, mais c'est ce qu'on appelle on est d'accord. Il nous reste 20 secondes. Le mot de la fin avec notre invité, Olivier Piton. Moi, je ne taperai pas tellement sur Kamala Harris. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle débute une campagne au mois de juillet. C'était extrêmement compliqué. Elle avait le poids lourd de Joe Biden. Ceci étant, je crois qu'au-delà des candidats, ce qui est absolument incontestable, c'est qu'il y a probablement à gauche, et ça ne se limite pas à la gauche américaine, une vraie réflexion idéologique à porter, puisque en fait, cette espèce de mélange entre une gauche radicale et l'immigration ne fonctionne pas. Il va falloir trouver d'autres logiciels, et ça, c'est un gros travail pour la gauche. En tout cas, incontestablement, c'est l'une des leçons à tirer de cette élection américaine. Merci beaucoup, Olivier Piton, d'avoir accepté notre invitation, avocat français aux USA et ancien député suppléant des Français d'Amérique du Nord. Il fait des courses pour madame. Moi, j'adore. Alors là, vraiment. Je vais vous envoyer ma liste, Olivier, si ça vous dérange pas. Vous avez 2 minutes. Vous allez avoir de gros frais de port depuis Washington, excusez-moi. Ou alors ça va arriver périmé en bateau. J'adore. Non, mais j'adore les hommes qui font des courses. On ne compte pas. C'est super. Antoine, merci beaucoup de nous avoir appelé au 0826 300 300. Jean-Pierre, vous restez avec nous puisque vous allez peut-être être le 47e président du qui c'est qui l'a dit. Who said what, who said it. Voilà, c'est ça. On en parle dans un instant. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Retour des vraies voix avec ce soir Philippe Bilger, Françoise Degois et un petit nouveau François Ouzillot. Ça va, ça se passe bien François Ouzillot, moi j'adore. Je m'adapte. Non, il s'est super bien. On est bien ici. On salue Cécile de Ménibus qui nous a laissé parce qu'elle va animer une émission spéciale lors du salon Rent. C'est sur le stand, le studio Sud Radio est dans le hall 6 au parc des Expos de la Porte de Versailles. Ce sera 19 à 21h. Vous êtes évidemment les bienvenus. Est-ce que tu crois qu'elle nous écoute dans sa bagnole? Parce que alors Cécile de
Minibus, si vous nous écoutez dans votre voiture, essayez de ne pas faire des demi-tours sur route comme vous aimez en faire, tirer les freins à main comme ça, faire du rallye sur les Champs-Élysées. Je veux dire, vous êtes une super pilote, mais quand même, soyez prudente, c'est ce que je veux dire. Je ne l'ai jamais vu faire ça. Je suis déjà monté en voiture avec elle, elle n'a jamais fait ça. Ça. Vous savez que c'est une reine de la route, c'est une reine de la conduite. Elle a été pilote automobile. Elle est exceptionnelle, ouais. Tout de suite, le répondeur du jour. Oui, bravo à Sud Radio, j'aime bien cette radio, on peut s'exprimer au moins. Je suis content que Trump ait gagné. Bon, on aurait dû le laisser gagner aux dernières élections, on n'en serait pas là maintenant pour les chers bobos de plateau, genre Patrick Cohen et tout, qui ont toujours la bien-pensance au coin de la bouche. Ce sont des gens qui vivent pas en Amérique, qui ne voient pas dans quel état est l'Amérique, donc qui s'occupent déjà de leurs problèmes en France. Et c'est très bien, si on avait laissé gagner Trump la dernière fois, on aurait évité la guerre en Ukraine qui a fait 500 000 morts avec l'imbécile qui gouverne ce pays. Merci. Alors, propos cash, est-ce que vous pensez qu'on aurait évité la guerre en Ukraine si Trump avait été président ? Peut-être, je n'en sais rien. Je trouve que le ton, je n'aime pas. Ça n'est pas un imbécile, celui qui dirige le pays. Et évidemment, on peut prêter beaucoup à Trump, mais il n'est pas un magicien international non plus. Non, et c'est pas un faiseur de miracle. Vladimir Poutine a décidé d'envahir l'Ukraine. C'est quand même incroyable, l'inversion de la charge. Les Ukrainiens sont des victimes pures. Moi, je n'aime pas la victimologie, mais là, dans le cas, c'est ça. Et puis, si ma grand-mère avait des roues, ça serait un autobus. Si Trump avait été élu, il aurait multiplié les pains, il aurait marché sur l'eau. Il faut arrêter. Par ailleurs, il y a beaucoup de gens de nos familles qui vivent aux États-Unis. N'exagérez pas non plus. Bien sûr que l'inflation est terrible, mais Biden a créé 16 millions d'emplois et Biden a distribué beaucoup de chèques aussi, tout comme Donald Trump. Et par ailleurs, je rappelle que 2020, il faut arrêter avec ce fantasme dont on lui a volé l'élection. L'élection n'a pas été volée, il a été battu à la loyale, il est réélu à la loyale. Tout va bien, tout va bien. Je pense que le rapport de force n'est pas le même et ne sera pas le même. Et je pense que Vladimir Poutine est faible avec les forts et fort avec les faibles. Et donc, à mon avis, il s'est permis des choses qui ne se permettraient peut-être pas avec Trump. Donc, ça va quand même rééquilibrer la relation. On se retrouve tout de suite pour la suite des vraies voix avec mon coup de gueule. On va parler d'Hollywood et des tours de table de l'actualité de Philippe Bilger, de Françoise Degois et de François Ozio. Votre tour de table, Philippe Bilger, ce sera quoi ? Le procès des assistants du RN, une déroute, point d'interrogation. Peut-être même une affirmation. Le vote, Françoise Degois. La défaite de Kamala Harris, en réalité, 100% de responsabilité à Joe Biden. Et pour vous, François Ozio ? J'ai pas forcément un thème précis, enfin une explication précise, mais cette capacité que le système médiatique a nous prête à penser des candidats. Qui fait derrière, on est obligé de quelque part s'opposer à ça, et c'est très détestable de la part d'un certain nombre d'électeurs qui ne supportent pas qu'on leur fabrique une histoire d'avance. Eh bien écoutez, vous voulez réagir, vous connaissez le numéro, le 0826 300 300, on se retrouve tout de suite avec les vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois, François Ozio. Un petit coup de gueule comme d'habitude, ça vous va ? Un petit clin d'œil à votre fils quand même qui nous écoute dans la voiture, on a le droit. Allez, bonjour fiston. On embrasse Mathieu, absolument. Mathieu, simplement, moi je comprends à quel point ça peut être difficile d'avoir un père comme ça, mais dites-vous que c'est les 30 premières années les plus dures, après ça ira mieux. Ça tombe bien, il en a que 29. Allez, c'est parti. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu, non pas du village, mais des villages. Deux grands villages qui s'appellent Washington et Los Angeles. Pourquoi Washington et Los Angeles ? Parce qu'à mon avis, une des raisons de la défaite de Kamala Harris a été, pour tenter de gagner Washington, de s'attirer, d'ailleurs avec succès, les bonnes grâces d'Hollywood et de tout le show business américain, sous les cris admiratives des médias, qui pensent encore pour certains que les déclarations de soutien des artistes ont une quelconque influence sur le vote des citoyens. Flashback le 11 septembre dernier, lorsque Taylor Swift, au soir du premier débat Trump-Harris, apporta son soutien à la candidate démocrate. Un soutien résumé par ces mots dans Libération. Je cite. À coup sûr, du côté des équipes de la campagne démocrate, les coupes de champagne ont dû s'entrechoquer. Fin de citation. J'espère simplement que le champagne était bon, mais pour revenir au basique dans la langue de Shakespeare, un mois et demi plus tard, Kamala's Taylor is not rich.
Continuons avec le soutien apporté le 25 octobre dernier par une star parmi les stars d'Hollywood à Kamala Harris, Leonardo DiCaprio. Un Leonardo DiCaprio qui s'en prenait à Donald Trump par ces mots, je cite, « Le changement climatique est en train de détruire la Terre et de ruiner notre économie. Nous avons besoin d'un courageux pas en avant pour sauver notre économie, notre planète et nous-mêmes. C'est pourquoi je vais voter pour Kamala Harris. » Un Leonardo DiCaprio qui est en première ligne pour défendre l'environnement lorsqu'il voyage dans son jet privé ou part en vacances sur son yacht. Un soutien qui n'a pas empêché Kamala Harris de suivre le destin de Leonardo DiCaprio, alias Jack Dawson dans le film Titanic, sa candidature faisant naufrage. Alors c'est vrai, Trump a eu tout Hollywood et le monde de la culture ou presque contre lui. Peu lui importe, il n'est pas allé parler aux acteurs d'Hollywood, mais aux sidérurgistes de la Rust Belt, aux agriculteurs de la Corn Belt et aux ouvriers de l'automobile de la région des Grands Lacs. Des déplorables pour citer Hillary Clinton, mais qui ont un bulletin de vote et qui s'en sont servis pour le plus grand malheur de Kamala Harris et d'Hollywood, Hollywood qui ne représente en rien le peuple américain. Philippe Bilger. Vous avez raison, Philippe. J'ai toujours considéré, en France comme aux États-Unis, comme dans d'autres pays, que la liberté des artistes, évidemment, de faire part de leurs choix politiques est totalement contre-productive sur les lecteurs de base. Parce qu'ils se disent, au fond, quelle est la légitimité de ces êtres pour nous conseiller de voter selon leurs propres désirs. Et ça entraîne des catastrophes. Moi, je ne pense pas du tout que c'est contre-productif. Je pense que ça aurait été une campagne mieux emmanchée avec un autre candidat. Ça fait toujours partie. C'est toujours une question que se posent tous les candidats à la présidentielle, y compris en France. Qu'est-ce qu'on fait avec les artistes? Et chaque artiste, Nicolas Sarkozy a eu des artistes qui l'ont soutenu en 2007. Il s'en est pas privé. Et des philosophes. Je me souviens d'André Glucksmann. Je me souviens de Christian Clavier. Non, mais ça l'a aidé. C'est-à-dire que là, on peut post-théoriser et dire que ça n'a servi à rien. Taylor Swift, pourquoi? Parce que Kamala Harris a expliqué aussi, c'est pas par goût forcément des paillettes, c'est simplement que ces gens-là parlent à un électorat qu'elle voulait aller chercher, c'est-à-dire la jeunesse. Et cet électorat-là, de fait, personne ne l'a eu, pas plus Donald Trump que Kamala Harris. Rendez-vous compte quand même qu'il y a 40% des Américains qui n'ont pas été votés hier. Comme toujours. Et même 60%, c'est déjà énorme comme taux de participation pour les États-Unis. Je suis assez raide sur le sujet. J'ai envie de leur dire, faites votre métier, ne vous mêlez pas de politique. Votre avis ne nous intéresse pas. Oui, enfin, si vous êtes candidat à la présidentielle un jour, vous ferez comme les copains. Je trouve pour le coup qu'en France, les stars ont été toujours beaucoup plus prudentes qu'aux États-Unis. Non, pas du tout. Elles se sont vachement engagées. Souvenez-vous. À part ceux qui n'avaient plus grand-chose à perdre ou à gagner. Souvenez-vous, Charletti pour Ségolène et Glucksmann. Oui, c'était il y a déjà 15 ans. Non, mais je parle de 2007. C'était il y a 15 ans, c'est pas ce que je dis. C'était il y a 15 ans. Et pour certains, ça a plutôt ruiné leur carrière derrière. Qui ça? Faudel, par exemple, pour Nicolas Sarkozy, il est le premier à dire que ça a été un vrai handicap. Non, peut-être, mais Clavier, Jean Dujardin. est sorti. Oui, mais Clavier n'avait plus rien à prouver. Enfin, c'est comme Depardieu. Malheureusement, parfois on n'a pas forcément envie de ce genre de soutien. Mais... Allez, on passe au tour de table de l'actualité. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table de l'actualité. Et Philippe Bilger voulait parler du procès des assistants du RN qui est pour vous a priori une déroute. Oui, enfin en lisant les comptes rendus sur le procès et notamment sur l'épuisement volubile de Marine Le Pen, puisqu'elle a tout de même hier ou avant-hier parlé 1h30 avec une forme de lassitude résignée, Valéran de Saint-Just, Louis Alliot, ces gens-là tentent désespérément d'imposer au tribunal une version qui ne correspond pas à la réalité des faits et à la qualification juridique. Je ne raffole pas de la présidente dont le modèle judiciaire est Eva Joly, mais peu importe, elle est obligée, lorsqu'elle entend les dénégations du RN, de dire mais ça n'est pas ça le problème. Est-ce que oui ou non vous avez commis les infractions? Et ils sont obligés non pas de les reconnaître. Alors, mais de tenter de trouver des biais par lesquels ils ne parviennent pas à démontrer même le doute qui devrait exister à leur bénéfice. C'est dramatique de ne pas comprendre que parfois on a intérêt à dire la vérité et à l'expliquer
plutôt qu'à mentir. Françoise Degois. Je suis d'accord avec Philippe, d'autant que je suis ce procès. J'ai notamment l'audition de Louis Alliot qui a été une catastrophe, Julien Audoul également. Je n'ai pas vu Valéran de Saint-Just, je n'ai pas lu. Mais la réalité, si vous voulez, c'est que voilà, c'est très dur pour Marine Le Pen. Comment dire la vérité ou pas, je ne sais pas, en attendant que ce soit jugé, quand vous êtes attaqué pour détournement de fonds. Je rappelle que François Bayrou, c'était un système, mais lui n'était pas accusé de détournement de fonds directement, car à l'époque, en plus, il n'était pas député européen. Là, la charge est très lourde sur Marine Le Pen, parce qu'elle était en exercice également à cette époque-là. Et Marine Le Pen, je comprends bien dans quelle tourmente intérieure elle peut être, parce que la réalité, c'est que quand vous regardez le calendrier, je parle sous contrôle de mon ami Philippe, mais si vous regardez le calendrier, s'il y avait condamnation, s'il y avait inéligibilité, appel plus Cour de cassation, la Cour de cassation peut tranquillement arriver au printemps 2027. Donc Marine Le Pen, d'une certaine manière, elle joue aussi sa peau politique dans ce procès. Ça passe sous les radars, mais ce qui se passe, c'est très bien que vous en ayez parlé, c'est assez grave en fait. Alors, je suis assez d'accord, ça passe trop sous les radars. On en parle peu. Je pense que d'ailleurs la petite manip de sortir le livre de Jordan Bardella au même moment est totalement téléguidée, c'est totalement volontaire de la part de Marine Le Pen. Elle fait elle-même sa propre défense au tribunal. Bah oui, elle est avocate. Grand bien lui en face, oui, bien sûr. Mais il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce dossier, sans doute beaucoup plus que dans celui du MoDem. Moi, je me sens un peu plus concerné en plus parce que j'ai été candidat contre un député RN qui est celui de ma circonscription, qui a été l'assistant parlementaire de Nicolas B. Et les deux sièges au conseil régional avec moi aujourd'hui en Normandie depuis 2015. Et je vois bien que manifestement, il pourrait, j'ai bien dit il pourrait, je m'utilise du conditionnel, effectivement y avoir eu un système à une époque. Mais je ne suis pas juge. Mais je trouve que malheureusement, régionalement dans la PQR, comme nationalement dans les médias traditionnels, on parle peu de cette histoire et pourtant il y a quand même des choses lourdes qui sont sorties, notamment sur des agendas qui avaient été trafiqués potentiellement aussi. Pour Jordan Bardella, oui. Qui étaient sortis sur le service public pour le coup. Ouais. Votre tour de table, Françoise Degois, pour vous, c'est la faute non pas à Voltaire, mais à Biden, la défaite de Kamala Harris. Je pense que, alors, c'est compliqué de régler les comptes avec quelqu'un qui est dans un état aussi pitoyable. Et d'ailleurs, j'attends de voir comment ça va se passer pendant les 2 mois de transition avant que Donald Trump prête serment début janvier. Est-ce qu'il va y avoir une double commande? Qu'est-ce qui va se passer entre ces deux hommes qui se détestent? En plus, est-ce que vous imaginez Donald Trump rester dans son coin à attendre sagement la passation de pouvoir? Ça, c'est le premier point. Pourquoi je dis que c'est une responsabilité immense de Joe Biden? Parce que Joe Biden, quand il est d'abord pendant 4 ans, un vice-président, en l'occurrence Kamala Harris, n'existe que par la bonne volonté du président des États-Unis. Sinon, vous n'existez pas. Évidemment, Joe Biden, sous ses airs de vieillard gentil, en fait, a tout verrouillé, vissé autour de sa personne pour être lui-même son propre successeur. Il y a forcément un moment, 1 an ou 1 an et demi avant, quand il voit que sa santé se dégrade et ses facultés cognitives, il sait très bien, mais il s'accroche jusqu'au bout. Il s'accroche jusqu'au bout. Il n'organise pas sa succession. Déjà, il l'organise pas en tant que président des États-Unis avec son VP, son vice-président, parce qu'il n'aime pas forcément Kamala Harris, mais il ne l'organise pas au moment de l'investiture. Et d'un seul coup, il s'accroche tellement qu'à un moment donné, il est obligé, bien sûr, de jeter l'éponge parce qu'il ne fait pas de miracle. Et la réalité, c'est qu'il précipite Kamala Harris. Donald Trump a fait campagne 500 jours. Kamala Harris a fait campagne 100 jours. Je n'enlève rien. Je pense qu'elle a eu tort de ne pas revendiquer le bilan économique de Biden. Je suis d'accord avec François là-dessus parce qu'il n'était pas aussi désastreux. Elle n'a pas assez parlé d'économie. Mais véritablement, la responsabilité est écrasante de la part de Joe Biden dans cette affaire et la façon dont elle s'est goupillée. Vous imaginez un candidat investi qui jette l'éponge, qui est président des États-Unis en exercice et qui balance la République, la démocrate probablement la moins aimée du parti. Faut pas exagérer. Je trouve qu'à ce titre, Kamala Harris, finalement, elle a quand même vraiment limité la casse. Philippe Bilger. On peut discuter la qualité politique et intellectuelle de Kamala Harris, mais tout de même, elle a été projetée dans un univers extrêmement difficile pour elle. Biden avait tout fait Vous êtes dès d'accord avec l'origine, moi, alors? oui, Ah ouais. pour lui donner un rôle limité, et tout à coup, elle est projetée en pleine lumière dans des conditions de précipitation face à un monstre politique, c'est pas évident. François Ozio.
Effectivement, elle a eu 100 jours. Je pense qu'ils auraient dû prendre cette décision bien avant. Je pense que c'est pas seulement la responsabilité de Joe Biden, c'est la responsabilité du parti. Non, c'est Joe Biden. Le parti voulait dégager. Oui, mais il y a des instances. Non, c'est parce que Obama et Michelle Obama insistent qu'ils dégagent. Je suis pas certain qu'ils sont totalement en capacité de décider quoi que ce soit à ce moment-là. Mais bon, bref. En tout cas, ça aurait dû être fait bien avant. Ils ne l'ont pas fait, donc du coup, ils ne l'ont pas aidé pour lancer sa candidature. Et derrière, elle n'a pas été une bonne candidate. Faut pas raconter d'histoire. Elle n'a pas été foutue de mener des thèmes de front. Elle a été très mauvaise dans un certain nombre d'émissions ou de débats ou de talk shows. Elle est très bonne dans le débat face à Trump. D'ailleurs, elle le gagne, selon tous les. Bah si. Ça se discute. Non, ça se discute. Enfin, on peut pas faire la poste. Sur les émissions dans lesquelles elle passe, elle ne n'égrène aucune proposition programmatique et du coup, on ne sait pas vraiment ce qu'elle pense. Et ça, je suis d'accord avec vous. Dans quelques instants, le tour de table de François Ozio sur. Cette espèce de récit qu'on nous raconte à l'avance et ce sur quoi au final les classes populaires déjouent en France comme dans d'autres pays et manifestement aux États-Unis. Et juste après, ce sera le coup de projecteur. Comment Donald Trump peut-il mettre fin à la guerre en Ukraine? On sera avec Jean de Glignassi, ancien ambassadeur de France en Russie. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David. Retour des vraies voix avec un trio qui se fait pour la première fois avec une intégration parfaite, celle de François Ozio, maire de Vernon, Françoise Degois et Philippe Bilger, des historiques. Dans quelques instants, Félix Mathieu, l'info en plus, nous emmènera du côté des Alpes-Maritimes, c'est ça ? Tout à fait, avec le micro allumé, d'où le décalage, mais c'est dans les Alpes-Maritimes. Eh bien écoutez, tout de suite, le tour de table de notre ami François Ozio voulait parler des élections américaines. Oui, des élections américaines, et je ferai aussi un parallèle avec, vous en avez parlé d'ailleurs de vos interventions, les récits médiatiques que l'on nous raconte à l'avance. Et au final, cette matraque médiatique qui aujourd'hui rebondit. Et c'est le fait de marginaliser des opinions qui est fondamentalement incompatible au final avec l'exercice sain de la démocratie. On dit aux gens ce qu'ils doivent penser, on dit presque aux gens ce qu'ils doivent voter à l'avance. Et ça, au final, je pense que ces classes populaires ne le supportent plus. Et au final, quelque part, se rebellent et vont voter en masse pour ces candidats populistes. Et quelque part, de Taylor Swift à Leonardo DiCaprio, en passant par un certain nombre de chaînes françaises, américaines, ils sont bassinés à longueur de temps avec ce prêt-à-penser, ce gospel de la bien-pensance, où on dit quelque part que un tel ou une telle est mieux que l'autre, ou n'a pas le droit d'avoir cette opinion, on n'a pas le droit de faire cette proposition. Et au final, ça rend, je pense, l'électeur, encore une fois populaire, dingue. Il a envie d'en mettre 2 dans l'urne à la fin. Et je pense qu'au final, c'est dangereux. Et quelque part, nous aussi, on a eu ce problème avec le Rassemblement national. On l'a diabolisé pendant très longtemps. Mais on a pris le problème à l'envers. On s'est inquiété de sa dédiabolisation, mais au final, le problème, c'est qu'il était un jour diabolisé. On ne s'est pas occupé des thèmes qu'il a pris en main, lui, alors que d'autres partis ne l'ont pas fait. Ou sauf à l'époque d'un Nicolas Sarkozy, qui a marché, puisqu'il a été récupéré les classes populaires en 2007, et qu'ensuite on les a perdus. Et donc au final, je trouve ça dommage que... Pourquoi un Bob De Niro s'accoude à un bar avec Élise Lucet pour expliquer que Donald Trump est un bâtard? Je pense qu'au final, ça renforce le vote de l'électeur de Donald Trump et ça attire des foules de militants et de gens qui vont aller convaincre encore plus de voter Donald Trump. Philippe Bilger. Vous n'iriez pas jusqu'à dire, François, que l'électeur vote contre... à cause de ses soutiens. Je pense que ça les encourage. Je pense que ça les encourage. Je pense que c'est des machines à voter, en fait. Cette bien-pensance devient une machine à voter. On est agacé. On est agacé. Non, et moi-même, d'ailleurs, j'ai la conscience très tranquille. Je me suis battu plusieurs fois contre le Rassemblement national. J'ai été candidat contre le Rassemblement national. Mais je les combats sur le fond, pas sur la forme. La gauche, désolé Françoise, m'a reproché il y a quelque temps d'avoir co-signé des courriers pour avancer sur des projets d'intérêt général dans ma région. La gauche m'a reproché d'avoir co-signé elle a bien fait. Non, mais les projets n'ont pas de couleur politique. Non, mais bien sûr, ils ont des couleurs politiques. Les projets de couleur. Moi, je suis pas d'accord. Moi non plus. Je ne suis pas. De nouveau, vous êtes une machine à faire voter. Mais n'importe quoi. La preuve que non, c'est que les populistes ont été défaits aux législatives dernières. Donc racontez pas n'importe quoi. Mais on s'en fout. Mais écoutez, personne n'a mis des fusils sur la tempe. Elle est la première à dire que ça va la renforcer pour la suite. Je vais terminer, mais personne ne dit ça, petit 1. Et deuxièmement, personne n'a mis un fusil sur la tempe aux électeurs pour faire le Front républicain. Ils l'ont fait tout seuls. Alors moi, ça me fait bien marrer et bien bidonner ce que vous me racontez en disant le récit médiatique qu'on impose. Oui, ça me fait marrer parce que vous êtes incohérent. Vous avez participé vous-même, là où vous êtes, dans votre majorité ou dans vos alliances avec Emmanuel Macron, à cet immense récit et cet immense numéro d'hypnose depuis 2017 avec le candidat Macron.
Macron. S'il y a bien quelqu'un qu'on a vendu, laissez-moi finir, soyez sympa. S'il y a bien quelqu'un qu'on a vendu et lancé comme une savonnette dans une sorte de récit, et ce récit, en plus de ça, il a marché une fois, mais il a marché 2 fois, c'est bien Emmanuel Macron, et vous faites partie des gens qui participent de cette majorité-là. Je n'ai de carte nulle part. J'ai certes voulu aller dans sa majorité parce que globalement, je le soutiens. Sébastien Lecornu n'a rien à voir dans cette histoire. Globalement, je le soutiens, mais sur le régalien, je pense que nous n'avons pas été assez loin, et c'est pour ça aussi, finalement, que le RN a regrignoté les parts que Nicolas Sarkozy avait réussi à récupérer en 2007. Mais Nicolas Sarkozy a échoué sur tout. Excusez-moi de vous le dire, mon ami. Moi, je me souviens de. Pas en 2007, en convainquant les classes populaires. Mais est-ce que je peux finir en vous disant que bien sûr, il a réinventé la droite populaire à son honneur, mais il n'en a rien fait. Bien sûr, je suis d'accord avec vous. Moi, je fais la différence, mais regardez, Nicolas Sarkozy, il a joué des musclator sur la dalle d'Argenteuil. Je l'ai nettoyé au Karcher. Il a rien fait. On a terminé avec une situation dramatique financière économique à cause de la crise, bien sûr, mais pas que. Donc, soyez sympa. Tout le monde a échoué, en fait. Merci beaucoup. J'ai pas dit que certains avaient forcément plus gagné que d'autres. J'ai dit qu'il fallait se remettre en question sur ce qui s'était passé à travers ces élections. Je veux juste terminer en disant que j'en ai un peu marre de cette idée qui consiste à dire, regardez le RN, Marine Le Pen, elle a été battue 4 fois. Elle ou Jordan Bardella. 2017, 2022. Elle est battue au régional. Écoutez, arrêtez maintenant. Seul les faits comptent. Et Bardella est battue aux législatives. Mais je vous dis que si on ne traite pas une bonne fois pour toutes les sujets. La prochaine fois, je connais absolument l'histoire. Je pense qu'il faut les traiter, mais arrêtons d'en faire. Arrêtons de mettre un voile pudique dessus. Mais personne ne met un voile pudique. Je vous dis juste que dans ce pays. Non, je dis juste que dans ce pays, à un moment donné, la gauche a fait le boulot et ça nous arrange qu'elle le fasse. Merci François Ouzillot. Tout de suite, l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Oui, une commune des Alpes-Maritimes dénonce la triple peine suite aux inondations. Après avoir engagé des frais pour renforcer ses protections, elle se retrouve privée d'assurance. Oui, la commune de Breil-sur-Roya, elle avait été cruellement sinistrée lors de la tempête Alex en 2020. La commune de Breil-sur-Roya, et désormais elle va se retrouver donc sans assurance. Aucun organisme ne souhaite prendre en charge son bâti municipal, nous raconte le maire Sébastien Olaron. En fait, 1 mois après avoir touché enfin notre indemnité d'assurance de la tempête Alex, notre assurance nous a signifié qu'elle mettait un terme à tous nos contrats au 31 décembre 2024, sous prétexte que ce serait un vieux contrat qui serait plus dans les clous, qu'il faut repartir sur de bonnes bases. Donc nous avons lancé une consultation pour sélectionner une nouvelle assurance. Notre assureur historique n'a pas répondu, et n'a pas fait d'offre, et aucune autre assurance n'en a fait. Aucun bâtiment communal assurable, nous dit le maire de Breil-sur-Roya, joint par Amélie Béguin. Une triple peine avec d'abord les dégâts de la tempête, puis les coûts humains, matériels et financiers pour une construction résiliente, et puis désormais donc ce risque financier encouru, un risque qui, en plus de ça, n'en est pas vraiment un, nous explique-t-il. La commune de Breil-sur-Roya, finalement, est un client moins à risque pour un assureur que beaucoup d'autres communes qui n'ont jamais eu de catastrophe, parce que nous, on n'a pas reconstruit certains équipements qui ont été détruits, parce qu'on en a délocalisé certains dans des zones qui sont moins à risque, parce qu'on a fait en sorte de s'équiper pour protéger nos bâtiments, notamment contre les inondations. Donc c'est moins risqué d'assurer la commune de Breil aujourd'hui que de l'assurer 5 ans en arrière, et c'est moins risqué d'assurer Breil que beaucoup d'autres communes qui n'ont pas fait tout ce travail de résilience. Sébastien Olaron qui espère désormais trouver une assurance in extremis pour sa commune de Breil-sur-Roya. Le bureau central de tarification pourrait obliger une compagnie à la couvrir 1 an de plus, le temps de continuer à chercher un assureur, mais au risque, nous dit-il, évidemment, de seulement décaler en fait le problème dans le temps. Je rappelle que Cécile de Ménibus est au Salon Rent, au Salon 6, au Hall 6 ce soir sur le studio Sud Radio. Nous, on sera au Salon des maires dans une quinzaine de jours. Vous y serez certainement. Si vous m'invitez. Quand vous entendez ça, François Ouzillot, vous dites pas qu'on est... Vous y serez. Journée en tant que d'offre sur et on a relancé, on a une seule réponse, donc on l'a prise, évidemment. Mais c'est quand même assez lamentable de la part des assureurs de ne plus vouloir assurer les collectivités territoriales. Comment vous expliquez ça, François? Si jamais, par exemple, parce que vous avez, non, bien sûr, mais vous avez eu une réponse. Apparemment, le maire de Breil-sur-Roya n'en a pas eu une seule. Si vous n'aviez pas eu de réponse, comment une commune agit dans un cas comme ça? Je ne me suis pas forcément mis dans cette hypothèse, mais on m'a expliqué que grosso modo, il fallait que je m'assure moi-même, donc je gérais moi-même mon risque. C'est délirant, non mais c'est incroyable. Il y a un vrai flou sur le sujet. Il n'y a aucune institution qui peut obliger une assurance à assurer. A priori non. Non.
Mais c'est complètement délirant. Mais j'ai dit, on est chez les fous. Ah ouais, franchement. Mais on est chez les fous. Écoutez, je découvre un trou dans la raquette. Merci beaucoup, Félix Mathieu. Dans un instant, Trump réélu avec pour promesse de résoudre la guerre en Ukraine en 24 heures. Oui, alors parlons vrai. Est-ce que vous croyez Trump capable de mettre fin au conflit en Ukraine en 24 heures, comme il l'avait dit en juillet 2023? Est-ce que cette paix passerait par un bras de fer ou une négociation avec Poutine? Et à cette question, comment Donald Trump peut-il mettre fin à la guerre en Ukraine? Vous dites à 52% avec la fin de l'aide à l'Ukraine, 12% par une capitulation ukrainienne, 32% par une partition des territoires russophones et 4% par un retrait total des Russes. Nous sommes territoire russe par un retrait en compagnie de l'ambassadeur de recherche internationales. France, une diplomatie déboussolée, publiée aux éditions L'Inventaire. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Bonsoir. Une réponse cash pour une réponse courte. Est-ce que Trump est capable de tenir sa promesse d'une paix en 24 heures? Non, c'est clair. Eh bien, ça au moins, c'est court, c'est net, c'est précis. On se retrouve tout de suite pour le débat. Voici Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois et François Ouzillot. C'est l'heure du coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Voilà ce qui s'est passé aux États-Unis aujourd'hui. Le reste du monde, on s'en fout un peu. Donald Trump est réélu président des États-Unis. Je vous l'avais dit qu'on y arriverait. On a fait mentir tous les pronostics et sondages mensongers. Le président ukrainien a félicité déjà Donald Trump. Quelles conséquences aura cette victoire sur le front ukrainien? On va make America great again. Je peux faire en sorte que cette guerre soit arrêtée et stoppée. Volodymyr Zelensky qui espère que cette élection aidera son pays. Je pense que je peux régler cette guerre pendant que je suis président et même avant d'entrer en fonction. Kiss my ass. D'accord, faisons comme ça. Pendant sa campagne, Donald Trump avait assuré mettre fin à la guerre en Ukraine en moins de 24 heures. Sa victoire plonge Kiev dans l'incertitude vu l'opposition des républicains aux aides à l'effort de guerre ukrainien. Volodymyr Zelensky a d'ailleurs voulu faire bonne figure ce matin, félicitant Donald Trump, je cite, pour son impressionnante victoire. Alors parlons vrai, est-ce que Trump risque de surprendre en politique internationale, comme lors de sa rencontre avec Kim Jong-un lors de son premier mandat? Est-il pour vous plutôt un homme de paix ou un belliciste? Et à cette question, comment Donald Trump peut-il mettre fin à la guerre en Ukraine? Vous dites à 52% grâce à la fin de l'aide à l'Ukraine, 12% par une capitulation ukrainienne, 32% par une partition des territoires russophones et 4% par un retrait total des Russes. Avec nous Jean de Glignasti, ancien ambassadeur de France en Russie, directeur de recherche à l'IRIS et auteur du livre France, une diplomatie déboussolée, publié aux éditions Inventaire. Un tour de table rapide des vraies voix. Philippe Bilger, vous en pensez quoi? La guerre en 24 heures. J'ai une première certitude, c'est que Donald Trump, le président Trump, fera évidemment quelque chose pour l'Ukraine et dans sa relation avec Poutine. De la même manière comme il a en permanence invoqué ses bonnes relations avec Poutine, j'imagine mal la mise en œuvre d'un rapport de force où il chercherait à dominer Poutine, et je crois plutôt dans le fait, et ça m'inquiète un petit peu, que pour régler le problème, non pas en 24 heures, c'est évident, mais assez rapidement, il aura tendance à lâcher du lest au détriment de l'Ukraine. Françoise Degois. Oui, ça paraît évident que le désengagement est en marche et c'est un secret pour personne. Après, la question est, il y a aussi une marge entre ce que déclare Donald Trump et ce qu'il va faire dans le réel. Hein. On verra bien. Il y a aussi un problème sur l'OTAN, mais là, sur la question de l'Ukraine, moi, je pense que ce que je vois de la réaction des Européens, des élus français, mais même des élus d'autres pays, depuis qu'on sait que Donald Trump est président, il y a quand même eu l'idée que maintenant l'Europe doit prendre les devants et s'engager pour tenter de compenser ce que les Américains ne donneront plus. Ça va être ça le vrai sujet. Est-ce que l'Europe peut compenser l'aide à l'Ukraine que donnaient les États-Unis? François Ouzillot. Il a fait beaucoup campagne sur le fait que ça coûtait de l'argent. Et ça, les gens qui votent pour lui, ça les rendait un peu malades, tout cet argent qu'on envoyait en Ukraine. Je pense qu'il est malin sur le sujet, c'est un homme d'affaires, donc il va faire des deals. C'est pour ça qu'il s'entendait bien avec Macron d'ailleurs lors du premier mandat. Lui, banquier, entre hommes qui savent faire des deals, ça matchait plutôt bien, même si la relation s'est assombrie derrière, effectivement. Mais je pense qu'il va
ouvrir et refermer le robinet des aides en fonction de la capacité de Zelensky et de Poutine à se parler. J'ai bien dit se parler, pas se mettre d'accord. Et donc il va les obliger à se mettre autour d'une table, à sans doute lancer des négociations et voir quel territoire peut-être certains vont lâcher. Jean de Glignasti, vous êtes ancien ambassadeur de France en Russie. À votre avis, quel type de relation pourrait avoir Trump et Poutine? Parce qu'il faudra évidemment parler avec Poutine pour la guerre en Ukraine. Est-ce qu'il va faire ça au-dessus de Zelensky ou d'abord rencontrer Zelensky? Qu'il faut dire en Ukraine de Zelensky. C'est surtout. Je crois en tout cas, parce qu'il a été dit, tu es tout à fait exact. Je pense que effectivement, il va chercher à prendre contact avec Poutine. Que la différence des dirigeants occidentaux précédents, si j'ose dire, c'est que lui, il n'aura pas peur de parler à Poutine. Donc, c'est déjà important. Ensuite, une fois qu'il aura parlé, c'est difficile de dire ce qui va sortir de là, parce que il faut se souvenir que c'est sous Trump qu'on a pris le maximum de sanctions contre la Russie. Donc on a beau se comprendre, mais on a quand même des intérêts qu'on défend. Et Trump a parfaitement joué le jeu, en fait, du soutien à l'Ukraine, parce qu'il a trouvé sans doute que les Russes n'étaient pas assez souples. Or, je ne suis pas sûr du tout que ces contacts avec Poutine soient fructueux. Poutine, actuellement, il a un objectif, c'est de gagner le maximum de terrain dans le cadre des annexions qu'il a commises, si j'ose dire, pour Zaporizhzhia et pour Kherson et pour finir le Donetsk. Et donc, lui, sa ligne rouge, en tout cas celle qu'il a dictée, c'est l'annexion des 4 oblasts et de la Crimée et la neutralité de l'Ukraine en plus par rapport à l'OTAN. Donc, c'est ça la position de départ russe, et on voit, disons, les concessions sont difficiles pour la Russie à partir de ce niveau-là. Du côté ukrainien, c'est le point faible, évidemment, parce que l'Ukraine, comme il a été dit par un de vos interlocuteurs, l'Ukraine est sensible à l'aide, et l'aide, c'est un levier, et Trump sera en mesure de faire pression sur l'Ukraine. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi un enjeu pour l'Amérique, un enjeu de face. Après avoir investi pratiquement 200 milliards de dollars, Trump voudra un retour. Et ce retour, je ne sais pas trop ce que ça peut être. Est-ce que ça peut être des investissements en Ukraine? Est-ce que ça peut être peut-être du gaz, du pétrole, je ne sais pas, mais il voudra un retour. Donc c'est une négociation, comme vous l'avez dit, c'est un négociateur. C'est un négociateur de contrats civils. Donc, je vous en prie. Jean de Glignasti, Philippe Bilger, vous posez une question. Monsieur l'ambassadeur, en allant au bout du pire, est-ce que vous imaginez possible que Donald Trump, pour remplir cet engagement sur sa possibilité de régler les affaires ukrainiennes en 24 heures, puisse tout concéder à Poutine, même au détriment total de l'Ukraine? Je crois que c'est difficile. Parce que, alors on ne sait jamais, Trump est effectivement imprévisible, mais ça serait quand même une défaite en race campagne des États-Unis. Donc la clientèle même républicaine n'est pas désireuse de ça. Elle veut qu'on paye moins, elle veut faire des économies. L'Ukraine n'est pas un dossier fondamental par rapport au Moyen-Orient ou la rivalité avec la Chine, mais quand même, de là à capituler en race campagne après avoir investi tellement d'argent, j'ai des doutes. Je suis d'accord, monsieur l'ambassadeur, oui, une confirmation, je suis assez d'accord en fait avec votre analyse. Et encore une fois, on en revient à la façon de faire de Donald Trump, qui peut être extrêmement déclaratif et extrêmement même bousculant, et qui dans les faits finalement, j'ai le souvenir avec le dirigeant nord-coréen, vous vous souvenez, Kim Jong-un s'était allé très très loin, et en réalité à la fin, on avait passé un accord. Donc je suis d'accord avec vous, je ne partage pas l'angoisse des gens qui pensent que ça va être un retrait en race campagne. L'angoisse n'est pas
États-Unis sont les gendarmes du monde. Ce qui m'inquiète le plus, à mon avis, moi, c'est la question de l'OTAN derrière. C'est ça que vous voulez poser comme question. C'est peut-être ça le dossier le plus important. Jean de Glignassi. Alors, par rapport à l'OTAN, Trump est moins catégorique qu'il ne l'avait été dans le passé. C'est vrai. Il a été débriefé, comme on dit. Donc, en fait, il va insister, c'est la politique constante des États-Unis, pour que la contribution des pays européens à l'OTAN soit plus importante, pour qu'ils assument une part plus grande et pour qu'ils achètent du matériel américain. Ça, c'est du concret. S'il se retire de l'OTAN, il va affaiblir de toute façon l'OTAN parce que son engagement n'est pas le même que celui qu'aurait été Kamala Harris. Mais je ne pense pas qu'il s'en retire. Il va faire paradoxalement de l'OTAN une affaire plus européenne. Un mot en 30 secondes, François Ouzillot. Le désengagement total, j'y crois pas un seul instant. Il a aucun intérêt à faire ça. D'accord. Il vient de gagner de manière assez large. Il est dans une posture de rassembleur. Et donc, il va jouer le négociateur. Il va vouloir jouer, entre guillemets, le prix Nobel de la paix à la Donald Trump. Hein, je dis ça en plaisantant. Mais il est foutu de l'avoir quand même un jour. On en a vu des pires que lui. Bien sûr, mais on a quand même eu Rabin et Arafat qui étaient deux grands guerriers. Mais je veux dire, voilà. Mais je pense qu'il va s'occuper quand même du sujet et que ça va faire bouger les lignes sans faire de mauvais jeux de mots et qu'il va être en capacité quand même de faire en sorte que les deux se parlent, Zelensky et Poutine. Merci à tous. Merci Jean de Glignassi, ancien ambassadeur de France en Russie, directeur de recherche à l'IRIS et auteur du livre France, une diplomatie déboussolée, publié aux éditions de l'Inventaire. Merci beaucoup Philippe Bilger, Françoise Devoix, François Ouzillot, content de votre première. Moi je reviens avec plaisir. Avec grand plaisir. On l'a bien aimé, il a été bien bisuté, on a été cool quand même sur le bisutage. On a été cool. Alors tout de suite vous avez droit à une double ration de Cécile de Ménibus en direct depuis le studio Sud Radio au salon Rent Hall 6 au parc des Expos de la Porte de Versailles. C'est tout de suite, en attendant les incontournables de la gestion de patrimoine.